Et bonjour à tous, bienvenue chez Belenos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau format, bien plus simple, plus léger, sans montage particulier. On va parler d'actu aujourd'hui, donc on va avoir un certain nombre d'articles qu'on va regarder ensemble. Alors, on va avoir des questions de mise à jour Windows 10, on va parler de fuite de données chez l'INSEE, on va parler aussi de véhicules connectés et des informations qui transitent. Puis on va parler de chat control qui revient, c'est formidable. Alors cette petite émission entre guillemets est à écouter comme à regarder, mais très facile à écouter, format podcast, que vous soyez à laisser tourner un peu en fond pendant que vous faites autre chose, que vous relisez vos mails, que vous faites diverses activités, ou si vous êtes en trajet, voiture, transport en commun, etc. C'est un peu le format idéal. Alors je vais essayer de le faire assez régulièrement, et surtout je transformerai sûrement ça un petit peu en stream, comme on dit, n'est-ce pas, en live les matins, j'imagine. Ça permet d'accompagner entre guillemets un peu votre réveil pour ceux qui sont au bureau, d'accompagner un peu votre mise en place du matin. Donc on verra un petit peu pour ce format-là. À mon avis, ça se prête plutôt bien au sujet. Et sans plus attendre, je vous partage cette formidable vision sur un certain nombre d'actus. Donc vous avez les sites internet, vous avez tous les liens en, en description pour pouvoir récupérer les articles et pouvoir les lire. On va les survoler et puis rebondir sur ce qui est d'intéressant. Et puis on va commencer du coup par Windows 10. Donc Microsoft qui prolonge discrètement son programme ESU jusqu'en octobre 2027. Alors pourquoi discrètement? Parce qu'ils n'en ont pas fait effectivement une grosse annonce, hein, c'est arrivé relativement discrètement. Ça devait se terminer en octobre 2026, ils le prolongent d'un an jusqu'en octobre 2027. Alors qu'est-ce que ça concerne? Là, ça concerne le programme ESU, c'était le programme de prolongement pour les Windows 10, particuliers comme entreprise. Il y avait deux formats, là on va parler du format des particuliers, le format entreprise il est maintenu jusqu'en 2028, jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Et donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est que effectivement, pour ceux qui sont inscrits au programme, on va reparler un petit peu de ce que c'est ce programme pour ceux qui le connaissent moins, les intérêts, surtout les risques et le bémol qu'on peut y trouver. Euh, pour les particuliers, c'était prévu jusqu'en octobre 2026. Donc en gros, à quoi ça servait? Ça servait, ça sert, hein, du coup, et ça servira aux particuliers au moins jusqu'en octobre 2027, à prolonger les mises à jour de sécurité de votre système. Pour ceux qui sont en dehors de l'espace économique européen, et spécifiquement pour les Français de la France, c'est payant, ça coûte 30 €, 30 $ du moins, à payer en une fois, et c'est gratuit pour les ressortissants d'États membres de l'espace économique européen. En l'occurrence, pour la France, pour l'immense, j'imagine, majorité d'entre vous. Le sujet, il est que effectivement, ils se sont rendus compte pourquoi ils n'ont pas fait d'effet d'annonce particulier, c'est qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas suivre parce que, notamment, leur machine était trop ancienne pour pouvoir installer les nouvelles versions de Windows 11 et se retrouver avec un Windows 10 qui restait un petit peu, qui leur restait un peu sur les bras. Donc vous aurez tous les éléments si vous voulez regarder un petit peu ici et ailleurs pour recevoir, récupérer gratuitement les mises à jour. La problématique globale, elle est quoi de cette ESU? Le bémol en tout cas moi que je vous pointe du doigt, c'est qu'il faut avoir un compte Microsoft, bien sûr, pour en bénéficier, que vous soyez en gros sur la version payante ou gratuite, mais en l'occurrence on va parler des gratuits pour nous globalement. Il faut forcément que vous ayez un compte Microsoft pour pouvoir installer et pour pouvoir suivre, etc., ce sujet. Il y a plein de formats, que vous installiez, enfin que, entre guillemets, pardon, vous enregistriez vos paramètres sur le compte Microsoft en question, ou que ça ne serve qu'à activer le fameux suivi de leur système ESU. Bref, c'est le merdier, c'est pas génial, parce qu'effectivement, le but, c'est de pouvoir aussi se détacher au maximum de ces écosystèmes connectés, d'être forcé, d'être lié à un compte Microsoft pour tout ce qu'on fait. Bon, en tout cas, c'est ce vers quoi je vais vous inviter, hein. Donc après, comment dire, les alternatives, il y a deux choses. Vous ne faites pas grand-chose, vous restez encore sous Windows 10 parce que vous estimez que vos activités sont pas spécialement à risque, que les données qu'il y a sur votre machine sont pas spécialement à risque, et que pour l'instant, il n'y a pas encore de grandes failles, de grands enjeux. Enfin, de toute façon, les failles les plus graves, elles arrivent le jour où l'attaque arrive, si vous voulez, hein. La plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est qu'un attaquant trouve la faille, l'exploite, et c'est aussi comme ça qu'on la découvre.
évidemment par le travail, c'est à ça que servent les mises à jour de sécurité et je vous incite, moi, à avoir un écosystème qui soit à jour des mises à jour de sécurité. Donc, il y a cette possibilité de vous dire: «C'est de la gestion de risque, je reste un peu sur mon Windows 10 parce que j'ai pas le choix», globalement, ça va être ça, hein, c'est aussi des enjeux économiques, il y a plein de choses derrière. C'est pour ça que je commence par ça. Ou alors vous allez vous dire: «Bon, bah, moi, non, je peux passer sous du Windows 11 et j'ai besoin de Windows pour un certain nombre d'éléments, liés à la compatibilité des outils que vous utilisez et c'est ainsi et faites-le» et voilà, moi je vous enjoins en revanche à esquiver autant que faire se peut les comptes Microsoft et tous ces éléments connectés. Et puis après l'autre alternative, c'est de passer à Linux. Alors ça peut être un bon, un bon moment, comme ça l'a été pour beaucoup de gens à l'annonce de la fin du support de Windows 10 de toute façon à la fin de l'année 2025, de passer à du Linux. Après il y a plein de choses possibles, on pourra en parler sur la chaîne, vous avez 3000, c'est chiffre au pif, bien entendu, ressources sur internet, notamment sur YouTube, qui peuvent vous accompagner. C'est en fonction des types de distribution Linux que vous choisissez, vous avez, un suivi plus ou moins important et de toute façon une communauté, active. Donc, c'est quelque chose sur lequel on pourra discuter et l'intérêt des lives dont je vous parlais, de faire un peu des streams, pas forcément tous les jours, mais globalement, voilà, plusieurs matinées dans la semaine du moins, sur ce type d'actualité, bah, l'idée c'est de pouvoir justement échanger en direct aussi, sur ces petits à côté. Donc là, je passe assez vite, on va passer à, l'usine digitale qui nous parle, de souveraineté numérique. Alors c'est formidable, hein, souveraineté numérique, c'est un mot qui est bien à la mode, depuis qu'on a ces histoires d'IA et depuis que l'administration Trump est revenue au pouvoir aux États-Unis, sachant que c'est pas nouveau et qu'avant, moi je ris jaune de me dire qu'effectivement, et c'est une remarque que je fais souvent, tout le monde lève les boucliers parce que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, mais avant Donald Trump, c'était pareil, entre guillemets, si ce n'est pire, parce que c'était très insidieux. Là, si vous voulez, les gens se réveillent, se disent: «Ah tiens, la souveraineté est un sujet», là où pour beaucoup, c'était devenu, un gros mot. Donc c'est un peu rigolo, mais du coup, ne vous faites pas avoir. C'est comme avec, la novlangue sur plein de sujets, souveraineté, numérique, tout le monde peut en parler, quels sont les actes qu'il y a derrière et de quoi on vous parle vraiment? Donc là, en l'occurrence, on réagit à Mythos de Anthropic, et surtout Fable 5 qui, a été interdit aux ressortissants, étrangers pour les Américains, donc réservé en gros aux entreprises et particuliers américains avec, voilà, sous mesure, enfin sous, comment dire? Plutôt, heu, raison de sécurité qui étaient avancées. Mais en l'occurrence, c'est aussi des enjeux pour eux, économiques et c'est surtout, voilà, des enjeux de maîtrise de technologie. Et ChatGPT 5.6 qui devrait arriver se voit déjà restreint effectivement par les États-Unis avant sa sortie, mais logique et on va rentrer un petit peu dans ce type de logique-là globalement, mondialement. Donc, l'enjeu, il va être aussi de s'adapter nous, Français, et je vous parle bien de nous Français, on peut avoir des partenaires étrangers, quand bien même européens ou autres, tout va dépendre du type de technologie et cetera. Mais de toute façon, c'est comme l'histoire du cloud. Je veux dire, à un moment donné, quand vous dépendez de quelqu'un, ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, ce quelqu'un qui, a les clés de vos menottes, vous laisse menotter le jour où ça lui chante et que vous vous dites: «Ouais, mais non, mais moi j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir un peu faire ce que je veux». Oui, mais c'est pas toi qui as les clés. C'est un petit peu ça l'idée, donc globalement là, vous verrez sur l'article, hein, c'est un petit peu ce qui est mis en avant sur l'idée de effectivement, ben, on sait plus sur quel pied danser, on n'a pas de confiance aveugle de, l'utilisation de telle et telle technologie. De toute manière, vous vous doutez bien qu'on crée des dépendances, absolues, sur ces technos-là et bien d'autres, enfin dans l'informatique. L'IA parce que c'est, l'effet de mode et que c'est le sujet, d'actualité, numéro un en tech aujourd'hui. Demain, ça sera autre chose. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours ça. Ces questions-là se cristallisent autour des enjeux de l'IA, mais ça a toujours été le même sujet sur tout. Il y a quelque temps, enfin, il y a quelques années maintenant, avant les enjeux de l'IA, le gros sujet, c'était le cloud. Il y a rien que ce mot-là, voilà, et puis on est déjà bien américanisé, je vous parle en anglais, c'est formidable. C'est de l'hébergement, c'est un service d'hébergement de données. C'est-à-dire que, les anglophones ont appelé ça cloud, c'est formidable, on a suivi ou pire, on peut appeler ça nuage, système nuagique, enfin je quand on a des traductions de ce type-là, je trouve que c'est encore pire que de parler de cloud. Il faut bien avoir en tête que c'est de l'hébergement de données, c'est-à-dire que vos informations sont stockées quelque part et qu'il y a toujours un système physique.
vous l'avez soit en interne, vous l'avez soit en externe. Et quand c'est en externe, ces systèmes de cloud dont on parle, bah, vous vous retrouvez là effectivement avec un certain nombre, de contraintes. Vous n'avez pas votre donnée en local, d'autres l'ont, l'exploitent-ils? À qui est-elle, heu, rendue accessible? Physiquement ou à distance, et cetera. Toutes ces questions se poseront de toute façon toujours. Donc prenez bien, garde à ça. L'enjeu étant d'arriver à développer ensuite, une activité, économique, cohérente, et c'est bien toute la question qu'on a chez nous pour pouvoir avoir des technologies qui soient ou qui deviennent à niveau. Je vous enjoins, et c'est ma position, à ne pas écouter les 10 heures de mauvaise aventure qui, de toute façon, partent du principe qu'on est capable de rien et que non, Français, ceci, cela. La vérité, c'est ça. Et la vérité, en fonction d'où vous travaillez, pour vous-même en tant qu'individu, mais en fonction de aussi vous, où vous travaillez, que vous ayez votre entreprise ou que vous travaillez au sein d'une boîte, notamment bah, si elle est française en l'occurrence, l'enjeu pour vous numéro un, c'est la question de la maîtrise de vos informations, la maîtrise de vos secrets, la maîtrise de vos brevets, la maîtrise des données personnelles que vous pouvez traiter. Et il n'y a pas de sujet, il y a un moment donné où il y a des choses à trancher. Ça peut être intéressant d'avoir de l'hébergement à distance, d'avoir un système d'hébergement qu'une boîte se charge de gérer pour vous. Ça peut être aussi pour de la sauvegarde, si c'est une boîte de confiance, et en fonction des sujets, ça peut être très bien. Si vous, même pour des questions de panne, que ce soit de panne de matériel, de panne électrique, ou d'autres problématiques qui engendrent des soucis sur, au stockage de données en interne, d'incendie ou que sais-je, enfin voilà, on touche du bois, mais c'est des réalités. Le sujet, c'est que, effectivement, vous ayez pu, mmh, transmettre ces informations, en sauvegarde dans un accès distant. Donc en fonction de votre contexte, ça dépend du dimensionnement de votre boîte, ça dépend de vous-même en tant que particulier aussi, des possibilités que vous avez pour, sauvegarder et enregistrer et sauvegarder, pardon, vos données. Voilà. Vous exposez plus ou moins en ligne des informations, mais ça vous donne aussi des avantages en cas justement, par exemple, d'incendie, de perte d'inondation, de que sais-je qui, comment dire, viendrait détruire vos matériels, les informations qu'elles contiennent sur place. Vous avez des solutions de secours ailleurs. Donc certains peuvent gérer tout en interne avec des sites distants qu'ils ont, et en fonction du dimensionnement dont je vous parlais, bah, c'est, une réalité, pour certains, et une réalité tout autre pour d'autres, et l'enjeu, il est vraiment là. Donc ce sujet-là autour de l'IA, il s'applique bien évidemment partout, donc moi je vous invite à avoir ça en tête, et puis vous pourrez, consulter si ça vous intéresse, l'article en l'occurrence sur la suite de ChatGPT, mais comme je vous le dis, moi l'intérêt c'était de vous en parler, de manière, un peu plus élargie. Petite actu, fuite de données, comme si on n'en avait pas assez, je vous passe la pub, en haut. L'INSEE victime d'une cyberattaque exposant l'identité et les coordonnées de 12 800 agents. C'est énorme. Alors, dans le monde RH, pour faire rapidement, les contraintes, hein, parfois, surtout que là on parle de l'INSEE, donc on parle d'organismes publics, hem, on comment dire? Il y a des obligations particulières de, conservation de données, qui sont longues, qui peuvent être, jusqu'aux 70 ans de l'agent, et cetera. Je vous passe un petit peu les détails, mais globalement, il faut savoir que à la fois ce 12 800 est étonnant, et en soi, bah, faut voir aussi ces questions-là. Est-ce qu'il y avait des données qui n'avaient plus rien à faire là, qui auraient dû être purgées, qui ne l'ont pas été? Donc là, il y aura un deuxième sujet dans le sujet si vous voulez. Ou est-ce que, bah, non, globalement, c'est juste qu'entre les agents actuels et les derniers dont on a l'obligation aussi de garder des données, il y a des données qui ont fuité. Après, dans le cœur du sujet, peu importe le nombre en soi pour ça, la question qui se pose, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a jamais de sécurité absolue, il y a pas de risque zéro. Donc est-ce que, bah, il y a eu quelque chose d'assez sophistiqué qui a fait que, ou est-ce qu'on est encore sur, des erreurs humaines, des manques d'investissement sur le sujet qui ne font que, malheureusement, se multiplier? Enfin, je veux dire, depuis le début de l'année, on est sur des records incroyables, malheureux records en termes de violation de données qui sont assez terribles. Alors qu'est-ce qu'on nous dit globalement ici? On nous dit que, l'INSEE a détecté l'incident le 19 juin et a pris des mesures immédiates pour stopper l'attaque, ben, on l'espère, et que la violation porte sur plus de 12 800 agents en poste, anciens agents, ou qui sont issus des corps de l'INSEE, donc globalement assimilés à l'INSEE, heu, et que, voilà, ça concerne leur nom, prénom et leurs coordonnées professionnelles. Donc
J'aime bien quand on nous précise: «L'INSEE indique que les mots de passe, coordonnées personnelles, données bancaires, numéro de sécurité sociale et informations de santé ne figurent pas dans le périmètre touché». Bon, c'est toujours intéressant de le savoir, mais ce qui est bien, faudrait voir la déclaration de l'INSEE, je l'ai pas prise là, sous les yeux, mais c'est d'avoir très clairement qu'est-ce qui a fuité et quels sont les impacts. Moi, j'enjoins un peu tout le monde à arrêter les communications qui veulent nous dire: «Vous inquiétez pas, hein, vos mots de passe et vos coordonnées bancaires ne sont pas touchés». Oui, non, mais on s'en fout. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est touché et quel est le niveau de risque auquel s'attendre? Les gens ont besoin de ça, le grand public globalement, puisque là, je parle peut-être à certains, sachants professionnels de ces environnements-là, mais le but de ma chaîne, justement, c'est aussi de toucher du grand public et si vous en êtes, je vous invite, au-delà des enjeux de référencement, pour ma chaîne et la vidéo, d'en échanger en commentaire. Comment vous vivez ça, vous? Quel est votre regard? Comment vous le comprenez? C'est super intéressant, heu et globalement, je pense qu'il y en a assez de enfin, comment dire? De minorer un petit peu, de rendre, moins grave un peu le sujet en se disant: «Non, vous inquiétez pas, vos mots de passe», oui, mais enfin, on s'en fout dans l'absolu entre guillemets, j'exagère, mais des mots de passe et cetera. C'est vraiment la question de qu'est-ce qui a fuité, pourquoi, quel est le sujet? Parce que là, on va en parler, l'article en parle un petit peu, je vous laisserai, regarder, un peu plus en détail tous les éléments, notamment si vous craignez d'être touché par le sujet ou pour votre information, et votre curiosité, personnelle. Mais, globalement, de quoi on parle? On parle, peu souvent, donc je suis content que l'article le cite bien ici, du risque d'hameçonnage, ça rentre dans un système en fait, si vous voulez, de cyberattaque. Quand on a un certain nombre d'informations, ici des noms, prénoms, des coordonnées professionnelles par exemple, et qu'on nous dit que c'est pas grave. Moi j'ai déjà, si vous voulez, petit, clin d'œil, petite anecdote personnelle, eu, un sujet, pro où on avait, un entretien, d'installation, donc le prestataire était déjà choisi pour un système RH en plus, qui nous indiquait, que tout allait bien, madame la marquise, n'est-ce pas? On n'a pas des données bancaires, enfin c'est lunaire comme réponse. Oui d'accord, vous avez le nom, prénom des personnes, des salariés, des agents, soyez privé ou public, vous avez, les coordonnées pro, vous avez potentiellement où elles travaillent, vous avez leur niveau de formation, enfin vous avez potentiellement un comment dire? Un niveau d'information très fin, immense sur les personnes. Donc pour faire de l'ingénierie sociale, c'est génial, c'est comme un CV. On pense que le CV, c'est pas grand-chose parce que, c'est un peu l'élément du quotidien, que c'est pas notre dossier médical. Non mais le CV, c'est super important parce que vous couplez toutes ces informations d'expérience pro, de formation, de compétences et cetera, à en plus potentiellement un nom, prénom, des coordonnées, une photo et tout un tas de petits éléments un peu privés que vous avez, c'est une mine d'or pour un attaquant qui veut vous cibler précisément. Et vous ciblez précisément, il veut peut-être pas du mal, même s'il peut récupérer de l'argent, que ce soit par de l'arnaque bancaire directe ou de la revente d'informations indirecte, il le fera. Mais au-delà de cette question-là, c'est quelle porte d'entrée vous êtes aussi pour, plus loin, pour toucher plus haut, une personnalité plus recherchée ou votre entreprise dans laquelle vous travaillez, même si vous n'avez pas un poste, à haute sécurité, chargé et responsable d'un certain nombre d'éléments, critiques. Vous êtes peut-être la porte d'entrée vers la personne qui, elle, est chargée d'un certain nombre d'éléments critiques. Donc le sujet, il est celui-ci, rien n'est anodin, sécurisez-vous au maximum par rapport à un certain nombre de pratiques que j'ai déjà traitées sur la chaîne et dans les fiches, vous allez pouvoir retrouver, notamment, la vidéo sur les 5 pratiques à cesser, immédiatement sur internet et les éléments en termes d'authentification, c'est super important. Mais derrière aussi, il y a votre comportement à vous. Tous les cas dans lesquels vous n'avez pas renseigné votre vrai nom, prénom, votre vraie date de naissance et cetera, mais surtout ne vous privez pas. Enfin, c'est aujourd'hui de toute manière, il y a rien d'autre à faire que ce genre de choses dans un monde où, internet est partout, les liens avec les réseaux sociaux sont partout, les cyberattaques se multiplient, pour vous prémunir, vous et les vôtres, vos proches, votre entreprise, si c'est dans un contexte pro et cetera, hem, pour éviter de potentiellement ouvrir des brèches à rallonge. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là, OK, il y a pas d'identifiant bancaire, il y a pas de données de santé, il y a pas de mot de passe, c'est formidable, mais il n'empêche que les données sont critiques. Donc c'est un petit peu ça et puis si vous êtes pro, bah, dans vos communications, c'est ce qu'il faut faire. Il faut, acter la gravité de la situation, prendre vos responsabilités et accompagner vos utilisateurs, vos usagers, vos clients, voilà, en fonction de votre contexte, correctement sur ces questions-là, en leur disant quoi faire, en les informant clairement, potentiellement que si, voilà, des attaquants qui auraient accès à ces informations risquent de revenir vers eux dans les prochaines semaines, prochains mois, avec, des arguments, qui sont, réalistes et que vous les, enjoignez à
redoublez de leurs efforts, mettez à disposition des moyens pour que vos clients, usagers, utilisateurs et cetera puissent vous contacter les équipes qui s'en chargent chez vous, ou Bélénos, si vous voulez faire appel à Bélénos pour ça, pour les rassurer sur les éléments. Est-ce que c'est votre entreprise qui les sollicite sur ci, sur ça, votre administration ou non? Enfin, c'est absolument essentiel et aujourd'hui, on voit encore beaucoup trop de ce type de communication un peu floue, qui se veut faussement rassurant en vous disant: «Vous inquiétez pas, vos mots de passe ne sont pas touchés». J'exagère à peine, mais globalement, on a quand même beaucoup de messages vraiment de ce type-là, alors que c'est quand même béant en face, les risques qui existent. Donc faut vraiment prendre la mesure de ça et voilà à quoi je vous invite globalement. Avant-dernier sujet, la CNIL. On va parler un peu de la CNIL. Sur le site de la CNIL, vous avez aussi, l'article et puis tous les liens, afférents, dans la description. C'est la question des véhicules connectés, donc là, ça concerne à la fois les pros, pour vos questions de flotte, de suivi de véhicules et cetera, mais aussi les persos. On a tous une voiture et puis pour tous ceux qui ont une voiture, moderne, du moins de ces 10 dernières années, la voiture connectée, elle est un peu partout. Au-delà du GPS que vous avez dans la voiture, vous avez la possibilité de connecter votre téléphone, vous avez potentiellement des, technologies de localisation en cas d'urgence, les boutons SOS que vous avez sur le plafonnier et cetera. Toutes ces choses-là renvoient de l'information en collecte et potentiellement, les exploitent. Donc vraiment le sujet ici, vous avez l'article complet sur les éléments, mais c'est vraiment de vous sensibiliser sur, données de localisation, évidemment des données hautement personnelles. On sait ce que vous faites, où vous êtes, à quelle heure, potentiellement avec qui en fonction de la granularité, en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est du profilage, tout bêtement, c'est super intime. Vous n'avez pas envie que n'importe qui, même pour des choses, potentiellement publiques, enfin qui sont pas cachées, hein, on n'a rien à cacher est le pire des arguments parce que déjà si on a tous 300 milliards de trucs à cacher, c'est normal, on est des êtres humains, mais en plus de ça, vous avez, de toute manière, des choses aussi qui peuvent être secrètes en termes de travail. Vous allez prospecter, vous allez voir des clients, enfin, dans tous les cas de figure, perso comme pro, évidemment, vos informations de localisation, vous l'avez compris, sont, ultra sensibles. Donc, heu, en plus de ça, on va y rajouter la couche, dont on parle pas vraiment, ou on parle à demi-mot là dans l'article, mais moi je vous le rajoute, la question de la sécurité physique. Demain, si êtes connu par ces données de localisation par un attaquant qui vous veut du mal, au-delà de vos infos perso, là je parle notamment aux personnes qui sont particulièrement exposées, personnes publiques ou des personnalités qui peuvent être du monde de la crypto. Enfin, on a vu, hein, tous ces enlèvements-là, hein, donc des problématiques physiques sur des personnes particulièrement ciblées. Ces infos sont importantes. Il faut que vous en preniez déjà conscience et puis les choses se font étape par étape, hein, pour ceux qui sont un peu éloignés de ces pratiques-là, qui se prennent pas trop la tête entre guillemets sur ces questions-là. C'est pas une question de se prendre la tête, c'est une question de prendre la mesure de ce qui existe et d'agir en adulte responsable. Après vous faites vos choix, encore une fois, en adulte responsable, mais l'idée c'est de déjà d'en avoir connaissance, de prendre la mesure de quoi il s'agit, de prendre la mesure des risques que ça emporte et après de faire vos choix de manière éclairée. De toute façon, il y a rien d'autre à faire. Personne ne vous de bien, de comment dire? De bienveillant au vrai sens du terme, ne vous forcera à faire, quoi que ce soit. Mais, moi mon rôle ici, c'est par exemple de vous sensibiliser sur ces sujets et de vous apporter les bonnes pistes de réflexion. Donc la sécurité physique, quiconque sait que vous avez tel et tel trajet habituel de tel point à tel point, ah tiens, il est isolé ici, évidemment, on est au bout du bout. Donc, on va de risque minimal de on va revendre ces données-là et potentiellement en cascade, on arrive vers les risques les plus importants ou pas, et au minimum, on se sera fait de l'argent sur votre dos là-dessus parce que vous recevez les bonnes pubs au bon moment, ce genre de choses, et dans le pire des cas, on touche à la sécurité physique. Et dans l'entre-deux, il y a un certain nombre de risques, aussi, importants, ça peut même être sur des questions de cambriolage. On sait que vous n'êtes pas chez vous de telle plage à telle plage horaire et que le chez vous, c'est ici parce que visiblement dans votre GPS, vous avez bien indiqué maison avec l'adresse de votre maison. Bon, le 1er risque, on peut se dire: «Bah, si on me vole ma bagnole», le gars démarre, récupère le GPS, appuie sur maison et sait où j'habite. Voilà, vous avez tout perdu. Si en plus, vous avez rattaché vos clés de voiture à vos clés de maison, bah, tout est donné, c'est formidable. Si c'est à partir de ça que le malveillant va récupérer vos infos, enfin vos clés, vos accès, voilà. L'autre sujet, c'est que même sans ça, bah, à distance, si vos informations et vous ne le saviez pas jusque-là, par exemple, sont récupérées par votre constructeur pour faire de la stat et cetera et que ce type d'informations transite, bah, c'est un sujet. Donc, en gros, pour résumer et conclure là-dessus,
posez les bonnes questions, dès que vous achetez une voiture, déjà, et posez, vous les questions vous-même aussi quand vous êtes dans votre véhicule de paramétrage. Est-ce que vous avez accès, en fonction des réponses que vous aurez eues ou de vos propres investigations, à les regarder dans les paramètres de votre tableau de bord, si vous pouvez bloquer ou non, et c'est un certain nombre de voitures le proposent, je l'ai vu moi-même, vous pouvez bloquer ou non ces informations-là. Ne pas partager ce type d'infos. C'est absolument, absolument essentiel et je reviens, vous aurez tout l'article, hein, mais je reviens sur cette partie-là qui est intéressante, dont je voulais vous parler, j'ai eu la bonne surprise aussi de le retrouver ici. Bah, c'est pour tous les véhicules qui ne sont pas votre véhicule, vous, personnel, mais un véhicule de prêt, par exemple. Il y a des données stockées. Dès que vous connectez votre téléphone, il y a un certain nombre d'informations, vos trajets, vos adresses, les éléments GPS du coup, potentiellement le journal d'appel, les échanges de messages, ce genre de choses qui peuvent être stockées dans le tableau de bord. Donc potentiellement, à moins d'avoir une utilisation obligatoire, du fait de vos contraintes personnelles, professionnelles, n'associez pas votre téléphone à ces véhicules-là, et si vous le faites, supprimez tout ce que vous pouvez supprimer, dedans. Voilà ce que je peux vous dire et ce sur quoi je peux essayer de vous sensibiliser au maximum. Et pour terminer, on va parler de chat control. Formidable pour ceux qui en avaient entendu parler, on se disait: «Ah tiens, c'est derrière nous», bah, n'y pensez pas, hein, j'ai réagi, sur Twitter à la publication de Next, en disant expressément: «C'est formidable, on adore ces ces bonnes tentatives de repasser par la fenêtre quand on s'est fait claquer la porte au nez, c'est typiquement ce qui se passe. Donc chat control, pour rappel de quoi il s'agit de surveillance de messagerie. Ça, c'est factuel, c'est objectif. Il s'agit de permettre aux technologies, enfin en tout cas aux éditeurs de solutions de messagerie, d'avoir cette capacité technique, au-delà de la possibilité de l'avoir, d'avoir l'obligation de mettre en place une surveillance de messagerie et de transmettre ces informations potentiellement à des autorités, dont de superbes autorités, en plus non élues, que sont les institutions européennes. Donc on est ravis puisque après s'être fait retoquer une première fois, bah là il essaie de revenir par le biais de députés européens qui essaient de remettre ça sur le devant de la scène et surtout de le faire adopter pour que on ait, bah, ce système-là qui se mette en place. Alors quel est l'enjeu? On nous parlera toujours évidemment et admettons que ce soit tout à fait le seul but recherché de protection des mineurs et cetera. Là, typiquement, c'est détecter les contenus relevant d'abus sexuels sur les mineurs. Enfin, on parle de choses, enfin, c'est ignoble, c'est innommable, il y a pas de sujet et le problème n'est pas de se positionner pour ou contre cette question. C'est là que c'est assez insidieux. Le sujet, il est vraiment de parler de la technologie en elle-même. Parce que ce sujet-là, il y a pas de problème. Enfin, nous, on a 300 milliards d'idées, notamment en répression pénale, pour ceux qui sont coupables de ces ignominies. Enfin, à un moment donné, c'est pas un sujet. Donc je mets de côté ce que je vais appeler un prétexte, et là c'est subjectif, ça me paraît être tout à fait le cas et on peut en débattre en commentaire, pour vous parler de la techno elle-même. La techno elle-même, il s'agit de pouvoir vérifier vos conversations. Mais à quel moment on va pouvoir trier, techniquement, hein, faisons un peu les candides, une discussion autour de nos enfants, qu'on partage dans des groupes privés autour de discussions et de systèmes de messagerie sécurisés, puisque tout le monde doit être concerné. Ça doit être partout. On parle pas seulement, hein, d'un WhatsApp, d'un Telegram, de choses comme ça qui sont très grand public et avec une sécurité, une confidentialité du moins dont on pourrait douter au vu de leurs éditeurs ou de leur système de fonctionnement. Mais admettons qu'on ait le meilleur système de messagerie du monde, même qu'on ait, voilà, qu'on ait récupéré à droite à gauche, peu importe, qu'on serve de nos serveurs pour stocker les infos ou seulement sur nos appareils ou que sais-je. À quel moment on fait la différence entre on parle de nos enfants, on parle d'une actualité sur ce sujet-là, on s'indigne: «Ah regarde, tiens, telle école, mon Dieu, j'en sais rien, je connais des gens qui y ont été, a priori il y a des questions de ce sujet-là», d'abus sexuels en l'occurrence, heu, avec des pédophiles et autres, heu, monstres de ce type, disons les mots, qui activement, évoquent leurs actes. Comment on fait cette différence-là et à quel point on va pas surveiller beaucoup trop largement des populations qui n'ont rien demandé par rapport à ça? De toute façon, à chaque fois qu'on va nous parler de ça, de terrorisme et cetera, faut voir les questions de proportion. C'est enfin, il est inadmissible de penser qu'on puisse, rentrer bien volontairement dans un système dystopique à la George Orwell et cetera, de contrôle généralisé de tout le monde parce qu'après tout, on n'a rien à cacher, que nous on est des bons gentils, des bons citoyens. Je vous le dis, on a
3 milliards de choses à cacher, fussent-elles légales. C'est pas parce que c'est légal que ça doit être transparent. Enfin, on a tous, nos discussions personnelles et cetera, donc c'est ça qu'il faut bien avoir en compte dans ce type d'éléments-là, et ça revient à la charge, et ça reviendra à la charge encore plus, de façon plus importante. J'en ferai, la semaine prochaine, une vidéo dédiée. On a le document ici, je vous en ferai un résumé, mais ce qui ressort de l'article, c'est que globalement, heu, tous les éléments, du Parlement, enfin que comment dire? Qui sont remis sur le devant de la scène au Parlement européen, sont repris de l'ancienne proposition, et que globalement on se retrouve un petit peu avec les mêmes choses. Donc enfin, ne soyons pas dupes, c'est une question de maîtrise, c'est pour ça que je vous parle de souveraineté, c'est de maîtrise, d'accès aux informations, aux technologies. Qu'est-ce que, à quel moment c'est moi qui maîtrise quelle information me concernant, par exemple, ou concernant mes enfants, concernant mes amis, concernant ma famille, peu importe, sortent ou ne sortent pas. Et une question, au-delà de ça, de la maîtrise un petit peu, technique, c'est une question de rapport de force. De toute façon, ce sera toujours ça. Donc à un moment donné, si vous n'avez plus la possibilité de décider, de parler, heu, sans penser que vous avez une autorité au-dessus qui vient vous valider, voire, vous sanctionner par rapport à ce que vous dites, vous n'êtes pas libre. Si vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas de libre arbitre, heu, et après se pose la question de quelle société on veut, hein. Enfin, moi je considère qu'en tant qu'humain et en tant que Français, on est notamment héritier de cette pensée-là, et des libertés individuelles qui sont absolument essentielles. C'est du moins ma vision, et on peut en débattre en commentaire. Sans ces prérequis-là, on n'a pas de liberté de penser. Si on n'a pas de liberté de penser, on est des humains ou on est des machines? C'est la question. Donc voilà, le sujet, il est quand même essentiel. Je voulais vous le partager. Vous avez l'article, heu, et l'espace commentaire de l'article de Next dans la description. Donc on pourra creuser un petit peu plus ce sujet aussi, notamment dans le cadre de live, si ça vous intéresse, sur ces questions, d'actualité. Donc voilà, je testais un nouveau format, un petit peu libre, un petit peu ouvert. La qualité d'image, je le sais, n'est pas terrible. On verra bien ce que ça donne. En termes de son, on devrait être plutôt pas mal, mais l'idée, voilà, c'était de pouvoir vous ressortir quand même un peu de contenu, et d'échanger autour de ces actualités, sans trop, pardon, de travail de montage. Donc on n'ira pas plus loin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous attends en commentaire pour en échanger davantage. Si vous, êtes intéressé par, ce type d'informations-là, et avoir, un peu plus d'infos, bah, je vous invite à me suivre, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être tenu au courant de la diffusion des lives, et de la diffusion des prochaines vidéos, où d'autres formats arrivent, notamment un peu plus, on va faire un peu de teasing pour rester, dans l'anglais, pour, un peu d'effet d'annonce, pour vous parler, de certains sujets un petit peu plus, grand public, avec des formats un peu plus, narratifs sur des cas spécifiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, le petit j'aime forcément aussi, hein, avec les commentaires, qui aident beaucoup, au référencement de la chaîne, et puis tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre effectivement, également en description. Je vous remercie une dernière fois de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre hygiène numérique. À bientôt. Au revoir tout le monde.